Bonjour, je me présente Mylène Lemieux, présidente du Jeune Barreau de Montréal pour le mandat 2020-2021, un mandat que j'aime qualifier de non seulement marqué par la pandémie, mais définitivement marquant pour l'histoire de notre organisation. Je profite d'ailleurs de cette plateforme pour remercier sincèrement toute mon équipe pour leur engagement important et leur solidarité en cette année à la fois marquée et marquante. Je vous souhaite la bienvenue à ce débat des candidats au bâtonnat du Québec, organisé par le Jeune Barreau de Montréal en collaboration avec le Barreau de Montréal. Je suis fière que ce rendez-vous soit maintenant une tradition au JBM, le JBM ayant aussi organisé les débats de 2015 et 2017. Et cette tradition renouvelée témoigne de l'intérêt et de l'implication active de notre organisation et de nos membres pour l'avancement de notre belle profession et l'accessibilité à la justice. Tout comme vous, je suis vraiment impatiente d'entendre le point de vue des candidats sur des enjeux importants pour notre profession comme la technologie, la santé psychologique, le harcèlement sexuel, la diversité, le soutien à la relève, l'accessibilité à la justice et l'avenir de notre profession et de notre barreau. Je remercie les candidats, Maître Antoine Elwin et Maître Catherine Claveau, pour leur programme très intéressant, leur campagne électorale dynamique et pour le débat d'idées qu'ils s'apprêtent à nous livrer ce midi. Comme vous le savez, des postes d'administrateurs du Barreau du Québec sont aussi en élection à travers le Québec. La section de Montréal compte 4 postes et 2 de ces postes sont en élection cette année. Je tiens donc à souligner que les 8 candidats pour ces postes sont Maître Grégory Azanko, Maître Jean-Sébastien Boudreau, Maître Alex Goupil, Maître David Kellerman, Maître Philippe Messina, Maître Marisol Miro, Maître Jeffrey Orenstein et Maître Chantal Soriol. Bonne campagne à tous. Je tiens à vous remercier, chers participants, consoeurs, confrères, pour votre présence virtuelle avec nous ce midi. Je vous encourage à poser vos questions aux candidats dans la boîte de discussion sur Facebook au moment venu pour la période de questions. Je souligne également le travail de tous les membres du comité Affaires publiques du Jeune Barreau de Montréal, chapeauté par Maître Joey Suri et propulsé par ses membres, incluant Maître Lauriane Walker-Henley, Johan Gauthier et Aurore d'Angèle. Je souligne également le travail de notre brillante équipe à la direction générale du Jeune Barreau de Montréal, composée de Maître Stéphanie Beaulieu et Mesdames Stéphanie Lenoir, Joanie Tremblay, Laura Dixit et Jadélie Scott. Je tiens à remercier le bâtonnier en fonction, Maître Paul-Mathieu Grondin, pour sa grande écoute et le travail acharné des 4 dernières années pour la protection du public et pour qu'à titre de membre, nous nous sentions proches de notre barreau, un élément qui a été particulièrement important dans la dernière année. Je remercie également le Barreau de Montréal et sa bâtonnière, Maître Robin Schiller, pour son soutien constant dans la dernière année et laquelle va avoir le plaisir de s'adresser à vous dans le cadre du mot de la fin aujourd'hui. C'est maintenant le temps de vous présenter notre modérateur, M. Javan Abel Turton, journaliste pour Radio-Canada à Sept-Îles. Quelques mots sur son parcours. Après avoir complété un baccalauréat en commerce à l'Université McGill, sa passion pour l'actualité, les enjeux de société et la communication l'ont mené au DESS en journalisme à l'Université de Montréal. Il s'est par la suite joint à la salle de rédaction de Radio-Canada à Montréal en tant que journaliste aux plateformes web. Javan a ensuite décidé de prendre le chemin de la Côte-Nord, où il est maintenant journaliste à la télévision, radio et web, toujours pour Radio-Canada à Sept-Îles. Durant ses études, Javan a été très actif dans les concours de débat et d'art oratoire, où il s'est démarqué en remportant notamment les championnats du monde francophone de débat à Paris en 2017. En terminant, chers collègues, je nous souhaite santé et plein de beaux défis professionnels pour la suite. Je vous souhaite un beau débat à tous. Javan, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Lemieux. Bienvenue à tous, à tous les auditeurs, les auditrices. Ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour modérer ce beau débat qu'on a devant nous. Donc, je vais tout de suite me lancer pour vous présenter un peu la structure du débat qu'on va avoir
aujourd'hui. On va d'abord avoir le temps d'entendre un petit peu les programmes des deux candidats qui vont nous présenter. Ensuite, on va avoir un débat thématique. Ça va être la part du lion du débat d'aujourd'hui sur 7 grands thèmes. Ensuite, quelques questions en rafale, puis des questions du public que vous allez pouvoir soumettre et qu'on va décider là, quelles questions on va poser aux candidats pour ensuite entendre la conclusion de chaque candidat. Je vais préciser les règles d'engagement là, à mesure qu'on arrive dans chacune des sections. Donc, justement, accueillons maintenant avec nous les deux candidats au bâtonnat du Québec 2021-2023, Maître Antoine Hélouin, barreau 2003, associé au cabinet d'avocats Fasken Martineau Dumoulin, et Maître Catherine Claveau, barreau 1989, associée au cabinet d'avocats Saint-Paul. Donc, immédiatement, je procéderai à un tirage au sort pour savoir qui va pouvoir commencer en premier le débat. Et par la suite, pour chacune des questions à débattre, on va inverser l'ordre du premier ou de la première, du dernier et de la dernière pour permettre à chaque candidate de pouvoir parler également. Donc, on va y aller avec la boulette de papier. Je vais donc la mettre dans une de mes mains dans mon dos, donc un petit instant. Donc, dans le fond, on va y aller avec Maître Claveau. Si vous réussissez, vous allez décider si vous commencez ou finissez. Et si vous ne devinez pas la bonne main, eh bien, Maître Hélouin va décider. Je réalise que je tiens mon micro, là, donc je vais recommencer l'exercice parce que là, c'est un peu évident. Vous pouvez y aller, Maître Claveau. Alors, choisis la main, c'est ça? Exactement. Oui, d'accord, votre main droite, s'il vous plaît. Donc, bravo vous, pour la première section. Donc, est-ce que vous désirez commencer ou terminer là, la première section qui est, dans le fond, la présentation de votre programme? Là. Je vais laisser Antoine commencer, je vais terminer. Parfait. Donc, Maître Hélouin, vous disposez maintenant de 4 minutes. Je vous explique les règles. Donc, vous avez 4 minutes précisément pour présenter votre programme. Lorsqu'il vous restera 30 secondes, je vais simplement dire 30 secondes et au bout des 4 minutes, je vais vous demander de conclure, puis vraiment, on va vous demander de terminer rapidement là, votre phrase à ce moment-là. Donc, la parole est à vous pour 4 minutes. Merci, Javan. Bonjour à tous. Merci au jeune barreau de me recevoir. Ça fait plusieurs années que je suis impliqué au barreau. J'ai commencé à l'école du barreau, j'ai enseigné à l'école du barreau, j'ai été impliqué au barreau de Montréal, l'ABC, le CA du barreau du Québec pendant 5 ans, dont 2 années comme vice-président. Mais une de mes implications fortes a été celle d'être président du jeune barreau de Montréal. Puis ça, on reste un ancien président pour la vie. Donc, je suis toujours content de participer aux activités du jeune barreau. Pour mon programme, j'ai essayé de bâtir un programme qui était définitivement progressiste, novateur, pour qu'on puisse asseoir les bases de la profession pour les prochaines années, en plus de gérer les enjeux d'aujourd'hui. Donc, le thème principal de ma campagne, c'est la transformation numérique. C'est quelque chose qui m'habite depuis le début de ma pratique, quelque chose que j'incarne dans ma pratique, puis on va en reparler plus tard. Mais je pense que c'est nécessaire que finalement, la profession juridique, on fasse le virage, qu'on permette aux avocats de mieux répondre aux besoins des clients avec ce virage-là, qu'on s'assure que la profession soit mieux connectée avec la société, puis d'assurer un meilleur accès à la justice. La dernière année nous a donné l'opportunité d'essayer des choses, de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. On doit profiter de ce momentum-là pour, dans les 2 prochaines années, qui coïncide d'ailleurs avec le projet Lexius, qui est de la transformation des dossiers judiciaires, pour que les avocats prennent la place qui leur revient en étant partie intégrante de cette transformation juridique-là. Et comme utilisateur du système de premier plan, s'assurer que les modifications soient faites en tenant compte de nos intérêts, de la façon dont on veut pratiquer dans les prochaines années. Donc, je vous disais, programme à la fois axé sur l'avenir, axé sur les besoins immédiats. Les 5 premiers thèmes de ma campagne sont axés sur la profession dans 15-20 ans. En plus de la transformation numérique, il y a l'éducation juridique citoyenne. Pourquoi? De mon expérience, j'ai été au CA d'Éducalois, puis j'ai donné notamment un atelier à l'automne dernier
à des jeunes secondaires, il faut pouvoir mettre à niveau la population sur les règles de jeu en société. Donc, les règles qui gouvernent le milieu juridique, qui gouvernent le milieu judiciaire, pour éviter qu'il y ait un décrochage. Et pour comprendre le rôle de l'avocat, pour mieux valoriser le travail qu'on fait à tous les jours pour faire rouler la société, je pense que c'est nécessaire. Et la population est d'accord. Un sondage récent donnait 92% d'appui à une telle idée. Je pense que le barreau doit mettre son poids dans la balance pour mettre une claire priorité sur l'éducation juridique citoyenne. Ensuite, on doit livrer la nouvelle école du barreau avec une clinique juridique, une école du barreau qui est plus axée sur la pratique de nos jours. Aussi, une clinique juridique qui va donner l'occasion aux étudiants de l'école du barreau de pouvoir apprendre dans un contexte concret et développer des habiletés en rencontrant des vrais clients, en ayant à résoudre des vrais problèmes, pas juste des problèmes théoriques qui se résoudent par le droit, mais également de réfléchir à des solutions pratiques pour les citoyens. Donc, on va donner des services juridiques gratuits, mais aussi on va avoir des meilleurs stagiaires par la suite. Ensuite, 30 secondes. Les thèmes sur mon site web, je vous invite à aller voir notre relation avec la Chambre des notaires, les avocats retraités, la santé mentale, la diversité, formation éthique, déontologie, l'expérience utilisateur, sentiment d'appartenance. J'ai 64 propositions pour mettre ça de l'avant. Je vous invite à regarder sur mon site web, antoineelouine.com, pour tout le détail, pour tout ce qu'on n'aura pas eu le temps de discuter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Maître Elouine. Maître Claveau, la parole est à vous pour 4 minutes. Vous pouvez allumer votre micro. Le fameux mute. Alors, voilà. Bonjour à tous. Merci vraiment à l'Association du Jeune Barreau de Montréal de me recevoir et de me permettre de participer à ce débat-là. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, n'étant pas moi-même de votre section, mais étant quand même, me sens quand même toujours proche de la section de Montréal parce que ça fait quand même plusieurs années que je gravite dans les instances du barreau. Puis, évidemment, il y a plusieurs d'entre vous que je connais et que j'espère m'ont vu aller dans les dernières années et qui savent que je suis sans doute une des bonnes personnes bien placées pour continuer à diriger les règnes du barreau. Juste en quelques mots, pour ceux qui me connaissent moins, moi, je suis originaire du Saguenay. Je suis née à Chicoutimi, j'ai grandi au Saguenay. J'ai étudié à l'Université Laval. J'ai eu mon premier emploi dans la région de Québec. J'ai adoré la région. J'ai fondé ma famille dans la région de Québec. Donc, je suis installée là, moi, depuis mon assermentation en 1989. Et si au début de ma pratique, j'ai travaillé dans un bureau, fait un stage dans le plus gros bureau, moyen bureau, en 1997, avec l'un de mes associés, on a décidé de créer notre propre cabinet, plus à notre image, qui répondait à une pratique qui nous ressemblait plus. J'ai suivi tous les cours en médiation. J'ai enseigné à temps partiel à des étudiants techniques juridiques à l'école du barreau. J'ai développé une pratique que je trouve vraiment intéressante puis qui s'approche de plusieurs personnes aussi, plusieurs membres du barreau qui ont à se construire leur propre pratique. Moi, depuis 15 ans, je suis spécialisée dans le domaine du harcèlement psychologique en milieu de travail, qui inclut évidemment le harcèlement sexuel. Alors, j'agis comme une personne qui fait des enquêtes. Alors, ces dossiers-là sont devenus de plus en plus importants, d'envergure. Je suis fière de la pratique que j'ai développée à travers ce champ-là. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est que je suis depuis toujours impliquée dans les affaires hors travail. Pour moi, c'est important de m'impliquer. J'ai été dans plusieurs CA. Et par rapport au barreau de Québec aussi, membre du conseil d'administration du Jeune Barreau de Québec, 7 ans membre du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. J'ai été la dernière cohorte de l'ancien conseil général, notre ancien système, le conseil général, le conseil exécutif. J'étais là parce que j'étais première conseillère du barreau de Québec. Puis ensuite, en 2015-2016, j'ai été bâtonnière. Mon expérience comme bâtonnière de la section de Québec, quand même 4700 avocats, me donnait le goût et l'énergie et les ailes pour aller plus loin, d'aller approfondir mon expérience au barreau du Québec, parce que déjà, j'avais expérimenté ça l'année d'avant. Je suis vraiment tombée en amour avec les dossiers du barreau, de la protection du public. Donc, je me suis relancée en 2017. Je termine mon deuxième mandat, donc moi aussi 5 ans au CA. L'important de savoir, j'ai été première vice-présidente pendant 3 ans. Et pour moi, c'est important le fait que je sois toujours sur le CA. Je continue ce chemin-là qui me mène vers le bâtonnat. Les gens autour de moi le savent, que ça fait longtemps que je me projette vers ça, que je vais chercher des compétences pour être la bonne personne
pour succéder à Paul Mathieu, et je l'estime toujours l'être. On a, depuis 2 ans, eu à créer des groupes de travail. On a eu des dossiers un peu imposés par l'actualité, bien avant la pandémie, par exemple. Si je parle du bien-être psychologique des avocats, on a créé un groupe de travail avant la pandémie. Jordan a créé une pression énorme chez les avocats, entre autres en droit criminel. On s'est rendu compte que le bien-être psychologique, il fallait s'en occuper. On s'en 30 secondes. Et l'autre dossier qui est d'actualité et qui va continuer, la transformation de la justice. Donc, ce sont mes 2 sur ma plateforme de travail. Tout comme Antoine, je vous invite à aller voir mon site web. J'ai 11 dossiers prioritaires. Je suis en selle dessus. Je vais les continuer. Puis de toute façon, en réponse aux questions, vous allez pouvoir en savoir plus sur mon programme. Merci beaucoup, Maître Claveau. Donc, on entre maintenant dans le cœur du débat, donc le débat thématique. On a 7 thèmes importants qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous résume la règle. Chaque candidate aura 90 secondes pour répondre et puis son adversaire aura ensuite 90 secondes pour également présenter sa position sur le sujet. On ira en alternance après ce premier tirage. Donc, Maître Claveau commencera pour la première question, suivi de Maître Elwin jusqu'à la fin du débat, dans le fond. Et comme on parle maintenant de seulement 90 secondes de temps de parole, eh bien, je vais vous avertir seulement 15 secondes avant la fin de votre temps de parole sous le même modèle. Et au bout de 15 secondes, je vais vous demander de terminer. On entre donc dans le premier thème qui est le virage technologique et environnement. Donc, la pandémie de la COVID-19 a bousculé le système de justice en forçant les tribunaux à accélérer leur transition technologique. Désormais, la majorité des auditions se tiennent virtuellement. Les règles varient cependant selon les districts judiciaires et évoluent rapidement avec la sortie récurrente de nouveaux communiqués modifiant certaines règles et pratiques. Donc, on veut savoir aujourd'hui, que proposez-vous de faire pour harmoniser la situation? Maître Claveau, vous avez 90 secondes. D'accord. Bon, d'abord, je pense que je peux dire que je suis fière d'avoir fait partie de ceux qui ont pris des décisions pendant la pandémie, dont celle de mettre sur notre site web du barreau une page dédiée où est-ce qu'on avait les informations justement par section, par recours. On a été capable d'informer les gens le plus rapidement possible, mais évidemment, le constat est qu'il y a eu quand même là, des choses qui ont bien fonctionné dans les districts, moins dans d'autres. On est au barreau déjà en selle, dans le dossier Lexus, on est présent, on a des employés et on va continuer à l'être. Puis moi, je suis ça de très près. Puis mon souci, c'est qu'au ministère de la Justice sache que ce sont nos membres qui sont sur le terrain, puis les décisions qui se prennent pour améliorer la justice, bien, il faut qu'elles soient uniformes, il faut qu'elles soient réalisables, il faut qu'elles soient en pratique, quelque chose qui va nous permettre d'accélérer les délais, d'accéder mieux à la justice, mais c'est important pour nous d'être là, sur le terrain, d'être là, puis de dire, voici, les avocats, ce sont eux qui font le travail. Donc, oui, c'est beau vos projets, mais est-ce que c'est réalisable? Alors, c'est important pour moi, comme bâtonnière, de surveiller ça. Merci beaucoup, Maître Claveau. Merci pour votre respect du temps alloué. Il vous restait 13 secondes, donc c'est parfait. Maître Elwin, je vous cède la parole pour 90 secondes. La priorité des 2 prochaines années, c'est certainement la transformation numérique. Pour répondre à la question, dans les derniers mois, les tribunaux ont fait le mieux qu'ils pouvaient dans les circonstances. Force est de constater que ce n'est pas l'idéal. Premièrement, on commence à regarder, avoir la vue sur la sortie de crise. Les procès virtuels, ce n'est pas là pour rester. On va retirer certains avantages de l'utilisation des technologies, mais certainement pas de faire le tout virtuel comme maintenant. Par contre, tout ce qui est justice sur rendez-vous, les vacations à la cour là, pour attendre pendant des heures qu'on ait notre 15 minutes de gloire, là, ça, pour moi, il faut que ça soit terminé. Puis, pour ce qui est des pratiques entre les différents districts, moi, j'ai l'intention, comme bâtonnier, d'être le promoteur des bonnes pratiques, puis de militer pour une certaine uniformisation, quand c'est possible, des pratiques, parce que là, ça devient compliqué. N'importe qui est allé en chambre de pratique, là, par exemple, à la Cour supérieure à Montréal, le voit. Les communiqués qui sortent régulièrement pour changer les règles du jeu complexifient la procédure à un point tel que c'est difficile de procéder, de faire avancer nos dossiers. Et ça, je pense que le bâtonnier doit intervenir là-dessus, puis s'assurer que les pratiques soient conformes. J'ai l'historique, j'ai été impliqué dans plein de projets numériques, dont projetnumérique.ca. J'ai donc l'expérience pour professionnumérique.ca, j'ai donc l'expérience pour mener à bien cette réforme-là. Merci beaucoup, Maître Elwin. On passe maintenant au deuxième thème.
pardonnez-moi, au deuxième thème qui est le bien-être psychologique des avocates et avocats. La profession d'avocat est malheureusement connue pour être l'une de celles qui fait le plus face à des enjeux de santé mentale en raison notamment du très grand stress qui est lié à sa pratique. La pandémie mondiale a accentué plusieurs de ces difficultés. Si vous êtes élu, que pensez-vous faire pour améliorer le bien-être psychologique des avocates et avocats du Québec? Maître Élwin, vous avez 90 secondes. Merci. Notre profession est stressante. On a une profession avec plus de problèmes de consommation d'alcool, plus de problèmes de consommation de drogue, et ce n'est pas nouveau de la pandémie. C'est juste pire à cause de la pandémie. Il y a de la pression sur les avocats à cause criminalistes à cause de l'arrêt Jordan, autant à la défense que chez les poursuivants. Puis ça fait déjà quelques années que le barreau, on a pris acte de ça, puis qu'on sait qu'il faut intervenir. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, il y a des outils qui ont été mis en ligne. Moi, ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est de prendre un virage pratique. L'exemple du barreau de Québec avec le défi On décroche du mois de février, c'est un bel exemple pour aider d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Je veux m'assurer que le financement du PAMBA soit suffisant pour répondre aux besoins grandissants. Je veux offrir de la formation gratuite pour les membres, les étudiants, les maîtres de stage, les professeurs, les stagiaires, pour déceler les enjeux de santé mentale, puis pour pouvoir être outillés à aider nos collègues qui en ont besoin. Il faut qu'on en parle dès l'école du barreau, puis je veux aussi qu'on en parle avec les universités, parce que plus on est conscient, plus on est outillé, moins on va avoir d'enjeux, ou du moins on va savoir comment se faire aider, parce que dans une relation d'aide comme on est avec nos clients, c'est nécessaire qu'on puisse prendre soin de nous en premier lieu avant de pouvoir aider les autres. 15. Merci beaucoup, Maître Élwin. Maître Claveau, 90 secondes. Oui, alors pour, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bien-être psychologique de nos membres, c'est dans nos priorités. J'ai fait partie des décideurs pour les actions qui ont été prises jusqu'à maintenant. Et pour moi, tout comme Antoine, là, ça commence à l'université, mais pour ce qui nous concerne le plus, c'est dans notre école du barreau. Actuellement, vous avez sûrement vu passer un rapport où est-ce qu'on a quand même une certaine détresse assez prononcée sur des étudiants. Ce n'est pas non plus si exceptionnel que ça en passant, parce que dans plusieurs étudiants de niveau supérieur ont aussi ce niveau de stress-là. Tout de suite, ce qu'il faut penser, c'est agir. Comment on peut agir? Donc, on est en train de préparer un plan d'action global sur la santé et le bien-être psychologique des étudiants. On a offert des formations obligatoires pour les étudiants et même les professeurs, les maîtres de stage, lorsqu'on a des étudiants qui sont en détresse, prévention du suicide. Donc, aller en amont, parce que notre profession, elle est stressante. On a besoin d'outils pour pallier à ce stress-là. Jordan, évidemment, comme Antoine en a parlé tout à l'heure. Continuer à accompagner les associations de jeunes barreaux lorsqu'ils prennent des bonnes initiatives. Comme autre initiative dont je peux vous parler, c'est le programme REPI qui a été initié par l'Association de jeunes barreaux de Québec. 15. On veut l'étendre à l'ensemble de tous les membres, donc une aide financière pour ceux qui malheureusement sont obligés d'un arrêt de travail et qui sont en solo, qui ont des difficultés financières. La PAMBA aussi, non seulement améliorer le financement, mais améliorer l'offre de services. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Maître Claveau. On passe maintenant à la section harcèlement et violence à caractère sexuel dans la profession. Encore une fois, vous aurez tous deux la chance de répondre en 90 secondes à la question. La voici donc. Le Barreau du Québec a publié un rapport important sur le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la pratique du droit le 9 février 2021. Le portrait dressé est préoccupant, notamment quant au taux extrêmement bas de signalement et de dénonciation fait auprès de la police ou du syndic du barreau. Le rapport conclut par certaines recommandations, notamment la création d'un groupe de travail dédié à l'étude du rapport, l'élaboration de pistes d'action à mettre en place ou encore la diffusion des résultats auprès des membres du barreau. Donc, le barreau a depuis annoncé la mise sur pied pour ses membres de formations gratuites sur le harcèlement et les violences sexuelles. Mais on veut savoir aujourd'hui quelles initiatives additionnelles et concrètes vous entendez mettre en place. Maître Claveau, vous pouvez débuter pour 90 secondes. OK, d'abord, je tiens à vous dire que c'est commencé. On est déjà en action. On a fait un résumé du rapport pour pas que les gens aient à se le taper au complet pour voir qu'est-ce qu'on devait ressortir. Et on est en train de préparer une campagne où est-ce qu'on va avoir le thème, le harcèlement sexuel, c'est le temps d'agir, donc pas juste en parler et d'agir. L'objectif, réduire évidemment le nombre de cas de harcèlement, mais aussi augmenter le nombre de dénonciations.
J'ai eu une rencontre avec le syndic et d'autres intervenants du barreau il y a quelques semaines et c'était vraiment intéressant parce qu'ils nous ont parlé de cette réalité-là. Nos membres qui en souffrent, ben, ils ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'identifier que ça nuise à leur carrière. Donc, parmi les mesures concrètes, et ça fait partie de mon programme, je veux créer une ressource neutre, un ombudsman, un chemin qui va permettre, entre autres, à ceux qui en sont victimes d'être bien accompagnés ou dénoncés, comment être protégés au niveau de la confidentialité, donc permettre une ouverture à plus de harcèlement, à plus de dénonciation, pardon, puis pour aussi mettre un frein au harcèlement, on a amendé notre code de déontologie. Il y a moyen d'agir pour que ça cesse, mais il y a aussi des moyens d'agir pour que ça cesse sans le bâton du barreau. On peut aller en médiation, entre autres, pour régler ça. Donc, on a encore plein de choses à faire. On va faire un guide. La formation, ça, c'est déjà annoncé, mais c'est sûr que c'est un dossier qui va continuer à évoluer. Merci beaucoup, Maître Claveau. La parole est à vous pour 90 secondes, Maître Élwin. En fait, l'avantage de passer en deuxième, c'est de pouvoir dire que je suis d'accord avec tout ce que Catherine a dit. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Je veux saluer d'ailleurs le Conseil qui, il y a quelques années, a accepté de rentrer dans cet exercice-là, de faire l'enquête avec l'Université Laval sur les harcèlements et les violences à caractère sexuel dans la pratique du droit parce qu'on savait que ça ne serait pas beau ce qu'on allait voir en grattant cette question-là. Je vous donne une statistique. Les femmes qui ont été interviewées, 27,1% ont dit avoir été touchées d'une façon qui les a rendues mal à l'aise. C'est complètement inacceptable. Dans notre société aujourd'hui, que ces comportements-là subsistent encore. Pour moi, c'est important que, et je vous dirais ça, c'est pas un débat politique ici, là. Peu importe celui qui va être élu, c'est important de marteler ce message-là, c'est que c'est inacceptable, que les 4 recommandations-là vont être mises de l'avant, ont déjà commencé à être mises de l'avant, puis qu'on trouve des mécanismes comme l'ombudsman pour s'assurer que dans une profession qui est à 55% féminine aujourd'hui, qu'on ne trouve pas la possibilité que ce genre de comportement-là reste sans réponse. Donc, je pense qu'on va aller de l'avant puis on va continuer là-dessus pour éviter que tous ces gestes-là surviennent à nouveau. Merci beaucoup, Maître Élwin. On passe maintenant à la section portant sur le racisme, la diversité et l'inclusion au sein de la communauté juridique. Donc, l'année 2020 a été marquée par plusieurs événements tragiques, comme le décès de George Floyd ou de Joyce Echaquan. Nous avons assisté à des manifestations ici et ailleurs dans le monde visant à lutter contre le racisme et la discrimination. La profession juridique ne faisant pas exception à ces enjeux, le jeune barreau de Montréal a adopté une déclaration pour la diversité ethnoculturelle et l'inclusion au sein de la profession juridique. Quels sont, selon vous, les principaux défis en matière de diversité et d'inclusion au sein de notre profession? Et quelles solutions concrètes proposez-vous pour résoudre ces défis? Maître Élwin, vous avez 1 minute et demie. Malheureusement, Javan, ce que vous avez énoncé, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a également plein de comportements inacceptables qui ont eu lieu, qui ont été dénoncés. Vous avez eu probablement dans les médias, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Julia Yu, une avocate qui a été victime de discrimination à côté de son lieu de travail. On a vu l'arrestation d'un de nos confrères, puis les policiers n'ont pas voulu le croire qu'il était avocat, puis ils ont violé le secret professionnel, alors parce qu'il était noir. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs personnes pour faire mes devoirs là-dessus. J'ai mis en ligne une vidéo de ma conversation avec Conrad Sioui, chef Huron. J'ai également rencontré l'Association des avocats noirs. Je veux être un allié. Pour moi, c'est clair qu'on doit mettre plus de statistiques, qu'on doit suivre ce phénomène-là. On doit voir pourquoi, d'ailleurs, on n'a pas suffisamment de diversité dans la profession en regardant qu'est-ce qui se passe à l'université. C'est des mécaniques, c'est des problèmes qui sont sociaux qui nous dépassent. Mais il faut qu'on les reconnaisse pour pouvoir agir. Il faut qu'on dise que ça existe. Il y a du racisme, il y a de la discrimination et aussi dire que c'est inacceptable, puis travailler pour mettre en place des politiques, notamment avec notre conseillère à l'équité, pour que nous, comme institution, on puisse faire tout ce qui est possible pour que nos membres à l'intérieur de la profession puissent trouver leur place au soleil, peu importe la couleur de leur peau. Peu importe les caractéristiques de leur diversité, pour moi, ça fait aucun sens que ça puisse être encore un enjeu aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Élwin. Maître Claveau, la parole est à vous. Alors, on a créé, il y a quelques mois, là, en début de la présente année judiciaire,
un groupe de travail dédié au racisme systémique. On l'a divisé en deux, une partie plus dans la population, puis l'autre plus par rapport à notre membership, nos étudiants au barreau. On trouvait ça important, puis moi, c'est dans ce sous-groupe-là que j'ai décidé d'agir parce que je trouve ça important, avant de donner l'exemple aux autres, peut-être qu'on devrait faire un regard sur nous pour voir qu'est-ce qu'il y en est. On a rencontré des gens de la diversité. C'est incroyable comment est-ce que les gens de la diversité ne se font pas traiter de la même manière que nous. Et ça, il y a des choses qu'il faut faire. Puis dans les actions à prendre, bien, entre autres, il y a l'adoption d'une politique intégrée sur l'équité et la diversité, c'est fait. Améliorer l'accès à la profession, donc améliorer dès l'école du barreau et même dès l'université des cours de méthodologie pour les gens issus des diversités qui arrivent de l'extérieur, qui ont la difficulté avec notre système d'éducation. Augmenter la présence de la diversité autour de nos comités, d'aller les chercher. Avocats émérites, on a de la misère à en chercher. Donc, moi, comme bâtonnière, je vais prendre mon bâton de pèlerin puis d'aller chercher tous nos membres de quelque diversité qu'ils soient pour qu'ils soient de plus en plus intégrés. Je termine en disant, je vois que ça achève, voilà, qu'on a créé non pas un, mais 2 comités pour la justice chez les peuples autochtones. Les peuples autochtones, ils ont des dénis de justice, on travaille là-dessus, puis on continue. On veut augmenter le nombre d'interprètes, augmenter le nombre de procureurs à la couronne, augmenter les avocats qui acceptent l'aide juridique. Merci beaucoup, Maître Claveau. On passe maintenant à la section suivante, donc soutien de la relève juridique. On aura 2 questions sur ce thème-là qui est très cher aux jeunes barreaux. Donc, la première question, donc avant même la sermentation, se pose la question de la rémunération des stagiaires. C'est une préoccupation de longue date pour les jeunes barreaux. Dès 2018, le Jeune Barreau de Montréal, le Jeune Barreau de Québec et l'Association des jeunes barreaux de région se réjouissaient de constater que l'École du barreau n'afficherait que des stages rémunérés à 480 $ ou plus par semaine. Ce montant est révisé annuellement pour refléter le taux changeant du salaire minimum. Donc, que pensez-vous mettre en place pour contribuer à ce que les stagiaires soient rémunérés à la hauteur de leur service? Maître Claveau, vous avez 1 minute 30. Bien alors, la première des choses, c'est de continuer cette mesure-là. Je suis bien fière qu'on ait décidé ça. Pour moi, c'est inconcevable qu'un stagiaire ne puisse pas être rémunéré équitablement. On le sait, le travail qu'il fait, on est capable de le facturer au client. Alors, si on fait travailler quelqu'un, on est capable de le rémunérer. Alors, moi, comme bâtonnière, et je l'ai dit à tous les jeunes avocats, et d'ailleurs, je tiens à vous souligner que dans mes 11 dossiers prioritaires, il y a celui du soutien et de l'accompagnement des jeunes membres, puis ça commence évidemment au stage. Donc, sensibiliser, accompagner les représentants des jeunes barreaux pour sensibiliser les maîtres de stage, les bureaux à bien rémunérer les jeunes. Encourager les jeunes à aller en région. On a encore des manques de soutien en région, donc les aider là-bas. Les avocats que je connais de région sont bien contents de bien rémunérer les jeunes qui viendraient travailler avec eux. Donc, essayer d'améliorer aussi cette offre de service-là aussi. Donc, moi, je veux être la personne qui, si l'Association de jeunes barreaux a besoin d'une pression plus politique ou plus à travers les bureaux, bien, qui viennent me chercher, puis je vais les aider à faire en sorte qu'on ait une meilleure rémunération pour tous nos stagiaires. Merci beaucoup, Maître Claveau. Maître Élwin, votre avis à ce sujet, 1 minute 30. Oui, quand j'étais sur le conseil d'administration de l'École du barreau, je faisais partie de ceux qui ont mis de la pression pour qu'on arrête d'afficher les stages qui n'étaient pas rémunérés à l'École du barreau. Donc, ça date encore plus loin que 2018 là, que ce sujet-là est d'actualité. Puis j'ai toujours été un allié pour les jeunes barreaux pour s'assurer que les stages soient rémunérés. Comme vous le savez, il y a une disposition qui exclut le stage du barreau de l'exigence du salaire minimum. Je pense qu'en 2021, c'est l'occasion de s'asseoir avec les jeunes barreaux, puis faire des réclamations au gouvernement à cet effet-là, parce qu'il n'y a pas de raison pour ne pas rémunérer un stagiaire, même qu'on se pose la question si le salaire minimum devrait s'appliquer. Là, pour moi, ça ne fait aucun doute là, que ça doit être appliqué. Donc là-dessus, c'est certain qu'on va continuer à marteler ce sujet-là, qu'on va inciter les avocats à rémunérer. Comme Catherine le disait, il y a des postes qui ne sont pas comblés présentement, qui sont rémunérés. Donc, il faut vraiment qu'on communique cette information-là aux futurs stagiaires, qu'on les appuie là-dedans parce que cette revendication-là est tout à fait légitime. Donc, en donnant cet appui-là aux stagiaires, ils vont être en mesure de le revendiquer en ayant le soutien de leur barreau en disant qu'un stagiaire, ça vaut une rémunération. 15. Merci beaucoup, Maître Élwin. Prochaine question. Dès 2016, le Jeune Barreau de Montréal exposait dans
le rapport sur la situation de l'emploi chez les jeunes avocats du Québec, des difficultés que ces derniers ont à trouver un emploi après leur stage. La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et ses conséquences économiques ont certainement exacerbé la situation. En effet, les avocates et avocats de 10 ans et moins de pratique ont été fortement touchés par les répercussions économiques de la pandémie. Afin de soutenir la relève juridique, quelles mesures pensez-vous mettre en place, tant sur le plan économique que sur le plan du partage des connaissances, de la formation ou du mentorat? Maître Hélouin, vous avez 1 minute 30. Mon programme est axé vraiment pour redéfinir la façon dont les services juridiques sont desservis. Puis pour moi, c'est principalement mettre les bases pour la relève juridique. Ça commence par l'école du barreau avec une formation qui est beaucoup plus pratique, comme je le disais d'entrée de jeu, avec une clinique juridique dans laquelle les élèves de l'école du barreau vont être formés de façon plus pratique. Ils vont être beaucoup plus proches du marché du travail. Puis je veux qu'à l'école du barreau, on discute des modèles d'affaires, qu'on discute davantage de comment le droit peut être pratiqué, comment l'offre de services peut être faite, tous les nouveaux modèles de Legal Tech qui sont sortis, qu'on puisse avoir cette discussion-là, puis qu'on puisse favoriser à ce que les étudiants à l'école du barreau exposent des nouveaux modèles de pratique, puis qu'on ait des échanges à ce moment-là pour qu'ils puissent être maîtres de leur futur. En 2021, être avocat, c'est plus de possibilités que jamais, là. La façon dont on peut pratiquer le droit est extrêmement différente. Je veux notamment qu'on se penche sur la possibilité de pratiquer en OBNL. C'est une demande qui est de plus en plus faite pour permettre aux avocats de créer leur emploi puis de voir avec optimisme, avec innovation, comment est-ce qu'on peut en profiter. Puis je pense que les jeunes avocats vont être le mieux placés de prendre leur place au soleil puis s'adapter à un futur de la profession plus technologique et avec des modèles d'affaires innovants. Merci beaucoup, Maître Hélouin. Maître Claveau, votre avis à ce sujet en 1 minute 30. Oui, alors évidemment, je ne reprendrai pas tout ce qu'Antoine a dit, mais effectivement, le fait que notre grand chantier, notre grande réforme de l'école du barreau dont j'ai fait partie, les gens qui ont voté pour ça, cette grande clinique juridique, bien, dès là, on va mieux, dès le départ, équiper, outiller nos jeunes avocats à bien pouvoir se débrouiller en pratique parce qu'on le sait, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va avoir un stage, ou après le stage, un emploi. L'aide au démarrage, pour moi, elle existe déjà au service de l'inspection professionnelle, mais je souhaiterais qu'elle soit améliorée, qu'il y ait un jumelage d'une personne dédiée à une personne d'autre. Donc, le jeune qui frappe à la porte du barreau est jumelé déjà avec une personne qui le prend en charge. Et si cette personne-là aussi surveille si ce jeune-là a un besoin d'aide psychologique, tu sais, qui pourrait l'envoyer aux bonnes ressources, lui donne son coffre à outils pour lui permettre de partir à son compte en respectant les règles, les enjeux, tous les enjeux financiers. Donc, une amélioration de ces services-là d'accompagnement. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, continuer à faire une campagne, je dirais, d'opération séduction à l'aide des bâtonniers de section pour aller chercher les jeunes. Pour les emplois en région, il y a vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, des emplois là-dedans. Donc, encore une fois, comme bâtonnière, j'invite les présidents des associations des jeunes barreaux à venir me chercher, puis ensemble, on va essayer de trouver des solutions pour venir en aide aux jeunes défavorisés par rapport à l'emploi. Merci beaucoup, Maître Claveau. Parlons maintenant d'accessibilité à la justice. Le 3 novembre 2020, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a déposé le projet de loi 75, loi visant à améliorer l'accessibilité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Ce projet de loi permet, entre autres, aux étudiants et étudiantes des universités et de l'École du barreau de donner des avis et des consultations juridiques à la condition de respecter plusieurs conditions, et ce, pour favoriser l'accessibilité à la justice. Le barreau du Québec avait alors annoncé qu'il jouerait pleinement son rôle de protection du public et créerait un comité spécial travaillant sur la question des cliniques juridiques étudiantes. À titre de candidate au bâtonnat, comment entendez-vous faire participer les étudiants en droit à l'accessibilité à la justice? Maître Claveau. Bien, écoutez, c'est notre grand chantier, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. D'abord, à l'École du barreau, dès le départ, si on a créé ce projet de clinique juridique-là, bien, un des buts était d'améliorer l'accessibilité à la justice. Et maintenant, c'est sûr qu'avec le projet de loi 75, on nous a impliqués, puis heureusement, le ministre a choisi de nous impliquer parce que
le ministre a décidé de présenter ce projet de loi rapidement. Alors, heureusement, ils nous ont dit, vous, barreau, vous allez faire partie d'un comité avec les doyens des facultés de droit, puis vous allez trouver des solutions pour que ça fonctionne bien. Puis nous, comme barreau, mission première, protection du public, je tiens à vous dire que dans les propositions qu'on fait à l'intérieur du comité, c'est un souci important que les gens qui viennent nous rencontrer, qu'il y ait toujours un avocat derrière qui surveille ce qui se passe, limiter les champs de pratique pour les consultations, par exemple. On ne souhaite pas que lorsque ce sont des droits fondamentaux qui sont en jeu, que ce soit un étudiant qui puisse le traiter. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font en sorte. Puis aussi, je vois que j'achève, je veux aussi faire en sorte qu'on continue à collaborer avec des organismes comme Juripop, Justice Pro Bono et Ducalois pour aider à l'accessibilité à la justice. Merci beaucoup, Maître Claveau. Maître Élowine, votre avis à propos de la participation des étudiants à l'accessibilité à la justice? Les étudiants en droit au Québec ne sont pas moins intelligents que les étudiants en droit dans le reste du Canada. Le fait que le ministre ait dû déposer un projet de loi, ce n'est pas glorieux pour le barreau qui n'a pas été un leader dans ce sujet-là. On s'est concentré sur l'école du barreau, puis on a délaissé les cliniques juridiques universitaires. Je pense qu'il faut qu'on puisse boucler là, ce sujet-là le plus rapidement possible pour que, effectivement, sous supervision d'un avocat membre de l'ordre, les étudiants puissent donner des services d'aide juridique aux citoyens. Ça existe dans plein d'autres formations universitaires, puis je pense qu'il faut aller de l'avant là-dessus. Pour ce qui est de la clinique juridique de l'école du barreau, ça fait des années que je pousse là-dessus. On a eu des discussions très sérieuses pour que les étudiants puissent aller plaider des dossiers de petites créances, par exemple. Puis ensuite, vous avez vu peut-être hier, on a affiché le poste pour le directeur de la clinique juridique au barreau du Québec. Donc, ça commence à être concret. C'est nécessaire qu'on puisse continuer à pousser là-dessus. Je pense que ça fait partie de la formation. Ça fait partie de comment on fait pour avoir des meilleurs juristes de demain, c'est qu'ils puissent accompagner puis avoir cette expérience pratique-là au moment de leur formation. Donc, je soutiens tout à fait là, ces initiatives-là. Je pense que pour vivre en société, il faut apprendre plus que le code de la sécurité routière. Il faut qu'on puisse avoir accès à de l'aide sur tous les sujets du droit auxquels on est confronté. Merci, Maître Élowine. Parlons maintenant d'un sujet là, qui est certainement très important pour vous, dont vous parlez dans vos plateformes respectives, l'avenir de la profession et du barreau du Québec. La profession d'avocat est en constante évolution. À ce titre, se pose notamment la question de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la pratique juridique et la fusion entre plusieurs professions juridiques, telles que mentionnées là, dans vos plateformes respectives. Donc, qu'entrevoyez-vous comme changement à venir dans la profession et au sein du barreau du Québec? Quel virage voulez-vous donner à la profession pendant votre mandat, Maître Élowine? Bien, c'est le thème de la campagne. Je pense que c'est la question la plus importante. L'intelligence artificielle est déjà là. Moi, dans mon cabinet, j'ai des avocats qui utilisent déjà des logiciels qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, qui permettent d'analyser des documents plus rapidement, qui permettent de trier, qui va... Et l'important, dans le fond, c'est ces outils-là nous aident d'amener un travail de qualité puis de garder de la valeur ajoutée. Comme avocat, l'avenir de la profession passe par des avocats qui rendent des services à valeur ajoutée et non pas des éléments qui sont répétitifs ou à moindre valeur. Il faut qu'on apprenne à utiliser la technologie qui nous entoure. Il faut qu'on apprenne à utiliser aussi les autres corps de métier comme les parajuristes pour bien faire une division de tâches qui va nous permettre d'aider plus de contribuables, plus de citoyens dans leurs enjeux juridiques. Il faut qu'on repense la façon dont on rend nos services juridiques. C'est hyper important et parce que le futur de la profession, ce n'est pas de fermer nos champs de pratique, d'essayer de les protéger, mais c'est de se rendre utile et de montrer notre valeur. Puis c'est en faisant ce virage technologique-là qu'on va réussir à mieux rendre service. Il reste 15 secondes. Pour les citoyens. Puis, à la fin, quand on va avoir une proposition de valeur que les citoyens vont se reconnaître, c'est là que la profession juridique va être gagnante. Merci beaucoup, Maître Élowine. Maître Claveau, votre avis à ce sujet? Oui, on aurait tant à dire, mais je vais aborder deux enjeux. Le premier, bon, l'intelligence artificielle, je tiens à dire, puis c'est peu connu, mais au barreau du Québec, moi, je siège sur un comité où est-ce qu'on a mis en place un bac à sable, un carré de sable, où est-ce que ces initiatives-là d'intelligence artificielle qui vient en aide
aux citoyens pour des services juridiques. On les accompagne, on les surveille en même temps pour surveiller s'il y a un avocat derrière et qui respecte bien notre mission de protection du public. Mais j'aimerais aborder l'avenir sous un autre angle. Moi, je voudrais que notre barreau de l'avenir continue à évoluer avec les enjeux de société. On a eu des bons exemples cette année avec le mouvement MeToo, avec la commission Laurent. J'ai été la représentante du barreau au comité d'Elisabeth Corté et Desrosiers qui ont sorti un rapport pour soumettre des propositions pour améliorer la justice pour les femmes victimes d'agressions sexuelles et d'actes criminels. La commission Laurent, c'est également moi qui ai représenté le barreau pour faire des propositions pour améliorer la justice en protection de la jeunesse. Le rapport va sortir la semaine prochaine. Je suis certaine qu'on va avoir dans le rapport des propositions qu'on aura faites. Alors moi, je me vois dans l'avenir, j'aimerais ça qu'on soit encore plus en amont. Pas arriver quand il y a des crises, mais être encore plus en amont pour évoluer avec la société. Le barreau de l'avenir, c'est un barreau qui est ancré dans la réalité sociale et sociétaire, puis qui aide à trouver des solutions pour améliorer ces choses. Merci beaucoup, Maître Claveau. Donc, votre réponse met fin à la plus grosse partie du débat, les plus longues questions. On passe maintenant à des questions en rafale. Donc, c'est des questions que vous avez déjà reçues. Vous avez uniquement 30 secondes pour y répondre. Donc, je ne vais pas vous avertir là, pour le temps, tout simplement vous dire quand ça sera terminé, parce que c'est seulement 30 secondes. On continue dans l'alternance. Donc, Maître Claveau, vous pourrez commencer à répondre à la prochaine question. La première question sera la seule en anglais du débat et je vais vous demander, will you proceed with the reduction of the annual contributions payable by lawyers? Maître Claveau, vous avez 30 secondes. Okay. Since I have been on the board, we managed to maintain a contribution reduction, which has kept the Fonds général du barreau contribution at $875. As bâtonnière, I will seek that it remains as low as possible. I will continue to work on reducing the contribution to the Fonds d'assurance responsabilité du barreau du Québec, that I help go from $950 to $750 from 2099 to 2022 inclusively. Also, I will make certain that... Merci beaucoup, Maître Claveau. C'est vraiment en rafale, donc on vous demande de respecter les 30 secondes. Effectivement, ce n'est pas long. Maître Elwin, 30 secondes pour vous aussi. Well, the answer is as much as possible and reasonable. I have been to the forefront of the efforts made by the board to reduce from 1,200 to roughly 800 of the fees that we have to pay to the bar, pushing the board to reduce more and more in order to reduce the surplus that we have to what is really needed. Now we have to attack on the interest part to see if we can reduce the reserve, because it doesn't make sense in a context where we have a closed program to keep so much reserve for insured lawyers. As mentioned in my program, I strongly believe only lawyers in vulnerable situations should see their annual contribution. Merci beaucoup, Maître Elwin. Prochaine question où vous pourrez commencer à répondre, Maître Elwin. Quelles mesures entendez-vous prendre pour rendre la profession juridique plus verte? Ça fait des années que je trouve qu'il y a trop de forêts qui sont abattues en droit, puis ça, dès l'université, puis l'utilisation des technologies, c'en est une partie de la réponse. C'est le terme fort de ma campagne. Quand on n'aura pas besoin d'imprimer en 9 copies des volumes importants pour déposer à la Cour d'appel, on va avoir fait un gros pas vers l'avant pour réduire notre dépendance au papier. Je compte aussi les membres du barreau avoir une pratique plus verte grâce à l'utilisation des technologies, ce que je fais depuis une dizaine d'années, puis je suis la preuve que ça fonctionne. Merci beaucoup, Maître Elwin. Maître Claveau, à vous. Oui, bien, je vais répondre à la question. Peut-être que nous, au Barreau du Québec, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Bon, le sans-papier, ça fait longtemps, puis Antoine est un des acteurs qui nous a menés à ça. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de papier, nos documents sont tous numériques, ça, c'est réglé. La pandémie a fait en sorte qu'on a eu de plus en plus de comités puis de CA en visioconférence. Ça se règle, donc, grâce à l'effet de serre de moins de gens sur les routes. Quand il va falloir utiliser notre voiture, c'est sûr que je vais promouvoir l'utilisation de trains ou de covoiturage. Puis pourquoi pas aussi une nouvelle carte du barreau numérisée. Merci beaucoup, Maître Claveau. Donc, on passe à la prochaine question. Encore une fois, 30 secondes. Quelles actions entendez-vous prendre afin de répondre aux besoins des avocats, avocates acceptant des mandats d'aide juridique? Maître Claveau, 30 secondes. Alors, au moment où on se parle, il y a un comité non partisan qui entend toutes les associations avec les revendications et notre propre comité de la pratique privée a tout réuni ça
pour essayer de convaincre évidemment le comité d'améliorer les tarifs, d'améliorer l'accessibilité à l'aide juridique et tout ça. Comme bâtonnière, une fois que le rapport va sortir, je veux surveiller ça. Puis s'il y a des pressions politiques à faire pour que ça aille plus vite et que ce soit concrétisé, les recommandations de la juge Corté, mais je vais être là pour accompagner les associations. Merci beaucoup, Maître Claveau. Maître Héloïne, votre opinion, 30 secondes. Je suis dans la même veine là, que ce que Catherine vient de dire. Il y a un problème structurel avec les tarifs. Finalement, le gouvernement a un peu reconnu cette situation-là en créant le comité. Moi, je veux qu'on poursuive ce travail-là. Il faut que le barreau soit impliqué. À long terme, par contre, je veux soutenir une association d'avocats qui va reprendre le bâton de la négociation des tarifs d'aide juridique pour représenter les intérêts économiques des membres. Merci beaucoup, Maître Héloïne. On passe maintenant à une section qui devrait intéresser notre public, justement les questions du public. On va avoir 4 questions. Je vous explique un peu le fonctionnement. Donc, il y aura 2 questions par candidat, candidate, là, mais les 2 vont pouvoir y répondre. Dans le fond, pour la question adressée, par exemple, à Maître Héloïne, Maître Héloïne aura 2 minutes pour y répondre. Ensuite, Maître Claveau aura 2 minutes, aura un droit de réplique de 2 minutes. Et finalement, Maître Héloïne pourra conclure avec 30 secondes. Évidemment, on va inverser cet ordre pour la prochaine question, ce qui va faire qu'au final, les 2 candidats vont avoir le même temps de parole. Donc, la première question est adressée à Maître Héloïne. Un petit instant, je vais aller la chercher dans mes courriels. Donc, c'est une question de Ralph Mastro-Monaco. Les praticiens de pratique privée sont en accord qu'en 2021, il est temps d'avoir un accès gratuit à distance à nos plumitifs. Malgré les efforts considérables de notre bâtonnier Paul-Mathieu Grondin, cet objectif n'a pas été atteint. Il est clair que les intérêts pécuniaires bloquent une réforme qui serait dans l'intérêt public. Êtes-vous prêt d'envisager un recours judiciaire afin d'atteindre cet objectif? Maître Héloïne, vous avez 2 minutes. Bon, ben, merci Ralph pour la question. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on a des échanges là-dessus ensemble. Je serais bien curieux de voir sur quelle base il faudrait réfléchir d'un recours juridique. Il y a certainement un enjeu présentement. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans la diffusion publique de l'information en mettant un coût à l'accès. Un coût à l'accès à distance parce que bizarrement, si on se déplace au palais de justice, on va y avoir accès. Donc, moi, j'ai déjà parlé avec la présidente du conseil d'administration de SOCI justement pour qu'on commence à trouver des solutions. Le conseil d'administration est au courant de SOCI, de la problématique. Ils sont en train d'essayer de trouver un modèle où ils vont être capables de rendre l'information disponible sans mettre à terre le modèle économique qui est imposé par le gouvernement. Moi, j'ai l'intention de faire des pressions auprès du gouvernement pour clairement dire que c'est terminé. Là. De toute façon, avec le projet Lexius, les plumitifs tels qu'on les connaît vont mourir. Donc, il faut faire la transition dès maintenant puis rendre l'information juridique disponible. Mais pour ce qui est du recours juridique, comme je vous dis, je vais être très curieux de vous entendre pour savoir où sont les motifs là, pour pouvoir justifier un tel recours. Pardon. Merci beaucoup, Maître Héloïne. Maître Claveau, vous avez 2 minutes si vous désirez répondre aussi à la question. Alors, pour répondre directement à la question, je vous dirais que sûrement pas au moment où on se parle. Pour moi, c'est prématuré parce qu'il faut savoir que, justement, dans les discussions en cours, dans le projet Lexius, moi, j'ai l'information à ce sujet que la gratuité des plumitifs, ça fait partie d'une des premières choses qu'ils veulent réaliser. Ça ne sera pas en 2023. Là. Ils sont en discussion très étroite avec SOCWIJ parce que la numérisation de la justice, ça va y aller avec ça. Donc, ça, c'est une des réalisations qu'ils veulent atteindre le plus rapidement possible. Alors, comme bâtonnière, c'est certain que je vais mettre la pression pour que ça se réalise avec justement le président de SOCWIJ et tout ça pour que ça soit fait le plus rapidement possible parce qu'effectivement, ça n'a pas de bon sens qu'il faille payer pour ça, surtout lorsqu'on est de plus en plus dans une justice à distance et numérisée. Parfait, merci beaucoup. Donc, en fait, les organisateurs du débat m'informent que la question était destinée aux 2 candidats. Là, donc, on va vous donner un temps égal pour celle-là. Juste vérifier, je crois aussi que la deuxième question aussi est adressée à vous 2. Donc, je vous la pose. C'est une question de Philippe Dion. Pour le dossier de la réforme de l'École du barreau, il avait déjà été proposé, notamment par le Jeune barreau de Montréal, de contingenter les admissions des candidats à l'École du barreau selon un ratio en fonction de la population générale, alors que ceux-ci avaient obtenu leur baccalauréat. Je me demande quelle est la position de chacun des candidats sur cette proposition.
parole d'abord à Maître Claveau. Bien, écoutez, c'est une bonne question. Je dois vous avouer que je ne me suis pas penchée précisément là-dessus, alors je ne voudrais pas répondre à travers mon chapeau. Mais moi, un contingentement rendu à l'école du barreau, je trouve ça rendu loin dans le cheminement. Pour moi, s'il y a un contingentement à faire, mais il faut parler avec les facultés de droit de toutes les universités, puis voir ensemble comment trouver un équilibre entre admettre les candidats qui sont capables d'aller jusqu'au bout, puis qu'il y ait une belle qualité de candidats à l'école du barreau. Donc, personnellement, je trouverais ça un peu difficile là, de mettre de l'avant un programme de contingentement rendu à l'école du barreau, mais je ne connais pas les chiffres. Je ne connais pas ce rapport-là, je suis désolée, mais je suis bien intéressée à en discuter si ça redevient d'actualité. Merci beaucoup, Maître Claveau. Maître Elwin, vous avez 2 minutes si vous désirez répondre aussi. Oui, merci. Merci pour la question, Philippe. Il y a 5 ans environ, le conseil d'administration s'est penché sur la question. On a fait faire un rapport actuariel pour savoir comment évoluait le nombre d'avocats dans les prochaines années. Parce qu'avant de prendre des mesures pour diminuer l'accès, parce que c'était ça qui était la discussion, il fallait qu'on regarde qu'est-ce qui s'en venait là, dans le futur, puis aussi évaluer les besoins juridiques, parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas desservis présentement. Fait que de réduire le nombre d'avocats, ça va juste réduire l'accessibilité à la justice. Et les résultats de l'étude actuarielle nous ont révélé que au courant des 10 années qui suivaient, donc on est à peu près à la moitié là, de ces 10 années-là, il n'y aurait pas une augmentation substantielle du nombre net d'avocats, étant donné j'allais dire la disparition, mais le départ des baby boomers de la profession. Donc, il n'était pas opportun de diminuer l'accès à la profession parce qu'on aurait manqué d'avocats. Donc, bien que intuitivement, on penserait que ça pourrait être une solution à être envisagée après l'étude des données. Puis si les données changent, on pourra se questionner sur la question, mais les données telles qu'on a présentement nous montrent qu'on n'a pas trop d'avocats. On a peut-être un manque au niveau de la dispersion des avocats. On manque certains avocats en région. Donc, pour moi, la solution n'est pas de réduire le nombre d'étudiants qu'on va accepter à l'école du barreau avec les faits qu'on les connaît aujourd'hui. Merci bien, Maître Elwin. Prochaine question, encore une fois, aux 2 candidats. Donc, les 2 candidats auront 2 minutes pour répondre, commençant par Maître Elwin. Marie-Catherine G demande quelles mesures pourriez-vous prendre pour les avocats en entreprise qui sont oubliés? Par exemple, concernant l'assurance professionnelle, nous sommes souvent doublement assurés. Maître Elwin, 2 minutes pour répondre. Merci Marie-Catherine pour cette question-là. J'ai la semaine passée d'ailleurs diffusé une vidéo pour dire aux avocats qui ne sont pas des plaideurs, qui ne se sentent pas nécessairement représentés dans le barreau, de s'impliquer. Vous faites partie de la moitié de la profession. Donc, si vous n'êtes pas des avocats alternatifs ou des avocats qui ne sont pas partie du barreau. Et je pense que plus on va avoir d'avocats qui sont impliqués dans le barreau, mieux on va pouvoir répondre à ces besoins-là au niveau, par exemple, de l'assurance. C'est la première fois que cette question-là m'est soulevée, mais effectivement, la double assurance, il faut regarder cette question-là. Il y a une exclusion présentement pour les avocats de l'État, par exemple, qui n'ont pas besoin d'être assurés avec le Fonds d'assurance responsabilité parce que leur assurance est prise en charge. Afin de répondre aux besoins de la protection du public, il faut regarder qu'est-ce qu'il y aurait comme impact. On a fait un code de déontologie ou un guide pour les avocats d'entreprise pour essayer de les aider dans l'application du code de déontologie. Puis moi, je veux soutenir ces initiatives-là qui vont venir rejoindre l'ensemble des avocats qui, présentement, se représentent pas, ne se reconnaissent pas plutôt dans le barreau actuellement. Merci beaucoup, Maître Elwin. Maître Claveau, vous pouvez répondre à ce sujet. Dans le même ordre d'idée, moi, c'est sûr que le souci que les membres du barreau qui travaillent en entreprise là, se sentent considérés partie prenante, je l'ai depuis que j'étais bâtonnière, parce que lorsque j'étais bâtonnière de Québec, on a refait aussi notre gouvernance et on a enlevé le siège que j'aurais pu avoir comme bâtonnière sortante pour le remplacer par un siège pour un avocat œuvrant en entreprise. Parce qu'à Québec, on a beaucoup de compagnies d'assurance, on a beaucoup d'avocats en entreprise, donc important d'avoir un siège au CA, puis on a un comité dédié au barreau de Québec aussi. Donc, évidemment, cette importance-là donnée aux avocats d'entreprise, elle se maintient. Maintenant, pour les assurances, encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder, mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, notre coût d'assurance est minime comparé à tous les
les autres membres de barreau de du Canada, les notaires également. 855 $ pour être assuré pour 10 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Comme je vous dis, nous, on a fait un choix de faire une mutualisation de cotisation. Ça inclut également les assurances parce qu'on a décidé s'il y avait pour le moment une différence à faire, c'était peut-être pour ceux qui avaient vraiment peu de moyens, les aider à avoir une cotisation moindre. Mais pour cet aspect-là, assurance pour les avocats d'entreprise, comme Antoine, je suis ouverte à regarder la question. Mais pour le moment, je dois dire qu'on ne s'est pas vraiment penché là-dessus jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Maître Claveau. Dernière question du public. Johan Gauthier vous pose des questions là, par rapport à la fusion. Est-ce qu'on devrait avoir une fusion entre la profession d'avocat et de notaire? Selon lui, là, ça serait des deux professions qui sont complémentaires dans la tradition civiliste. Quelle est la position des deux candidats aujourd'hui sur cette question-là? Maître Claveau. Alors, Antoine, ça me fait sourire parce qu'on sait tous les deux que la principale différence entre nos deux programmes, c'est ça. C'est son projet de fusionner la Chambre des notaires. Donc, moi, ça ne fait pas partie, je n'aurais même pas pensé mettre ça dans mon programme parce que pour moi, ce n'est pas un sujet d'actualité parce que si je demande à mes membres au barreau si c'est ce qu'ils souhaitent, je n'entends pas un grand engouement et je ne parlerai pas au nom des notaires, mais je ne suis pas certaine non plus que c'est ce qu'ils souhaitent aussi. Moi, j'ai choisi dans ma plateforme, plutôt pour la protection du public, de faire en sorte qu'on soit davantage reconnus, nous les avocats, comme étant les maîtres en solution. Donc, promouvoir notre profession comme étant les gens les mieux placés pour accompagner les gens d'affaires, les gens qui ont des litiges devant les tribunaux. C'est en accord avec le nouveau Code de procédure civile. La médiation, les PRD sont de plus en plus mises en valeur. Donc, moi, j'ai plutôt un esprit de valorisation de notre profession comme étant les maîtres en résolution de conflits, plutôt que de me pencher sur cette éventualité-là de fusionner la Chambre des notaires avec nous. Merci, Maître Claveau. Maître Élowine, j'imagine que vous aurez beaucoup à dire sur ce sujet. Vous avez 2 minutes. Je vais essayer de rester ça dans 2 minutes. Pour moi, la vision de l'avenir de la profession, ce n'est pas des cloisons, ce n'est pas des chapelles, c'est de se réunir pour faire mieux. Nos collègues notaires, moi, j'ai une pratique en succession fiducie. Je côtoie des notaires sur une base quotidienne, j'ai des discussions avec eux. Ça fait des années qu'on a cette discussion-là et il y a beaucoup de notaires qui sont ouverts à cette discussion-là. J'ai d'ailleurs parlé à la présidente de la Chambre des notaires dans le cadre de ma campagne pour commencer à tâter le terrain. Ce que je veux faire, moi, c'est qu'on prenne acte du fait qu'on a le même bac, qu'on utilise les mêmes lois et qu'on a les mêmes habiletés à la base pour pratiquer la profession. Ensuite, ce que je veux faire, c'est faire un comité conjoint, avocats-notaires, qui vont étudier la question et qui vont pouvoir présenter un projet concret aux membres des deux professions pour voir est-ce que ça fait du sens. Ça fait du sens au niveau économique, ça fait du sens au niveau des champs de pratique, ça fait du sens au niveau de l'organisation de la profession puis de l'ordre professionnel. Puis après ça, on verra s'il y a une adhésion ou pas. Puis, à travers ce comité-là, on va avoir plusieurs questions intéressantes à trancher au niveau de la formation, au niveau des actes réservés. Comment est-ce qu'on marie tout ça dans une profession? Dans les dernières années, malheureusement, ce qu'on a vu, c'est de la compétition entre les deux ordres. Ça ne sert pas le public, ça ne sert pas les membres des deux ordres. Puis, en plus, on paye pour 2 ordres professionnels, ce qui n'est pas, à la base, économiquement, la meilleure solution. Fait que, ce que je veux, c'est vous livrer une proposition, puis après ça, on verra s'il y a l'adhésion des membres pour voir si on doit aller plus loin pour une vraie fusion puis un regroupement des 2 ordres. Merci beaucoup, Maître Élowine. On est déjà rendu à la conclusion de ce débat. Donc, une dernière occasion pour les 2 candidats de s'exprimer, nous expliquer pourquoi est-ce que les membres devraient les appuyer. Donc, vous aurez 3 minutes pour conclure et je vous avertirai 30 secondes avant la fin là, si vous n'avez pas encore terminé. Maître Élowine, vous pouvez commencer la conclusion de ce débat. Merci. La question de l'urne cette année, c'est quel est l'avenir de la profession? Sur quoi on doit travailler pendant les 2 prochaines années? Moi, je crois fermement qu'on doit travailler sur la transformation numérique, puis aussi jeter les bases pour une révision et une réflexion de l'avenir de la profession.
Le bâtonnier, c'est un jardinier. Il continue à prendre soin des plantes qui sont déjà plantées, puis il plante des graines pour le futur parce que tout ne se fait pas en 2 ans. Mais si on ne plante pas des graines pour le futur, bien, ils ne pourront jamais germer, ils ne pourront jamais grandir dans le futur. Donc, il faut qu'on puisse être branché sur l'innovation, sur le progrès, réfléchir aux besoins actuels tout en prenant soin de nos membres aujourd'hui. Je vous offre d'être un bâtonnier qui est authentique, qui est accessible et branché. Vous avez vu au courant de la campagne, vous avez pu me connaître. J'ai mis beaucoup de contenu en ligne pour que vous puissiez voir comment je pourrais être comme bâtonnier. Vous avez la chance d'avoir plus de 110 personnes qui sont des leaders de la profession, qui m'ont vu travailler et qui vous disent supporter ma candidature. Donc, allez voir à l'image de la profession. Allez voir ce que j'ai mis en ligne, allez voir mon site web pour avoir une meilleure idée sur ce que je pourrais vous livrer comme bâtonnier. La profession doit être à l'image des jeunes dynamiques, novatrices qui se tournent vers les nouvelles technologies et qui ont une conscience pour avoir un rôle important dans la société québécoise. C'est pratiquement la fin de la campagne aujourd'hui. Le début du vote est mardi. Soyez pas gênés. Il y a encore du temps pour m'interpeller sur les médias sociaux, par courriel, ou ça existe encore le téléphone, vous pouvez m'appeler. Puis, soyez pas gênés non plus de dire à vos amis de voter pour moi, parce que si vous croyez dans l'avenir de la profession, je pense que je suis le bon candidat au bon moment pour vous livrer ces promesses-là au courant des 2 prochaines années. Merci beaucoup d'avoir assisté aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Élwin. Maître Claveau, vous avez également 3 minutes pour convaincre une dernière fois les membres de vous appuyer. Alors, moi, j'estime être la personne la mieux placée pour diriger les rênes du barreau dans les 2 prochaines années. D'abord, moi, ça fait 20 ans que je suis impliquée dans les instances du barreau du Québec. J'estime avoir acquis les connaissances et les compétences qui me permettent là, de prendre la relève de Paul Mathieu. Ça fait 5 ans que je vois les choses aller, 5 ans que je m'implique, puis je choisis mes groupes de travail pour que ce soit dans les enjeux les plus importants. Je suis à ma 4e année comme présidente du comité d'éthique et de déontologie. Je préside le comité des ressources humaines. Je suis membre du comité des finances et d'audit. Donc, toutes les questions pour la protection du public, je suis dedans. N'oubliez pas, je vous le redis, ça fait 2 ans, 4 ans que je suis sur le CA. Le dossier de la transformation de la justice, du bien-être psychologique, ça va continuer. Je suis là-dedans. C'est de la technologie. On va aller vers le futur. Moi, le rôle de bâtonnier, je le vois comme un rôle de leader. La personne qui est capable de trouver les membres qui vont l'accompagner pour faire l'équipe du tonnerre, pour m'aider à moderniser un barreau qui va aussi, puis ça, c'est mon slogan, puis je vais finir avec ça, c'est important pour moi que tous les membres qui viennent de Montréal, de Québec, de Chicoutimi, de Rouyn-Noranda, qui soient en pratique solo, en grand cabinet, en entreprise, qui fassent du droit criminel, bien, qu'ils se sentent, qu'ils aient une santé mentale fragilisée, mais qu'ils sentent que moi, je suis là pour eux, puis que je vais respecter leur rythme. Puis, si jamais, dans leur région où ils ont des difficultés, bien, je veux qu'ils sachent que moi, je vais toujours faire en sorte pour trouver des solutions. Continuer peut-être à regarder pour une cotisation moindre, continuer à avoir des formations gratuites. Donc, je répète, mon slogan, c'est pas compliqué, c'est du 4 au 14 mai. C'est pour moi qu'il faut voter si vous voulez avoir un barreau modernisé avec humanité. Merci beaucoup, Maître Claveau. Merci, Maître Élwin. Donc, vraiment, merci aux 2 candidats. J'espère que les auditeurs, auditrices seront d'accord avec moi, qu'on a eu droit à un très beau débat dans le respect. Vous avez aussi très bien respecté le temps. Donc, comme modérateur, ça a été une tâche très plaisante. Et puis maintenant, c'est aux membres, aux auditeurs de faire leur choix. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de campagne. Merci beaucoup. Le Jeune Barreau de Montréal tient également à remercier son partenaire majeur, le Barreau de Montréal, pour l'organisation de ce débat et invite maintenant la bâtonnière de Montréal, Maître Robin Schiller, à allumer sa caméra et son micro afin de partager quelques mots avec nous. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est à moi qui appartient le mot de la fin et je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour écouter ce débat qui fut fort intéressant. Merci à nos 2 candidats, Maître Antoine Allwin et Maître Catherine Claveau, ainsi qu'à notre animateur, M. Jivan Abel Turpan. J'aimerais en profiter pour féliciter le Jeune Barreau de Montréal pour l'initiative et pour l'organisation de cet événement, ainsi que pour leur excellent travail et leur effort qu'ils mettent en œuvre pour favoriser l'engagement des jeunes au sein de la profession.
Le Barreau de Montréal est fier d'être partenaire avec vous et je vous invite tous de continuer à participer et partager parce que c'est très apprécié par tout le monde. Je vous invite tous aussi à notre Assemblée générale annuelle ayant lieu le 5 mai à 12h30 en virtuel où j'aurai le privilège de vous présenter votre bâtonnier élu, votre nouveau conseil et pour faire mes adieux. En terminant, je souhaite bonne chance aux deux candidats et je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup.